Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 à Bénin, à la une de l'actualité ce samedi 7 mars 2026. Célébration par anticipation de la Journée internationale des droits des femmes. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a mobilisé à cet effet dans la matinée de ce samedi les différents acteurs, ceci pour reconnaître ensemble les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes et des filles. On en parle dans un instant. On parlera également de la troisième édition du programme à la mime qui est en cours d'exécution au Bénin. C'est un programme financé par la Fondation Gates. Il est axé sur la formation au leadership et gestion pour un impact sur l'élimination du paludisme en Afrique. Pour cette cohorte, 13 agents du système de santé bénéficient du projet. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur cette mission de suivi du plan d'action de l'allocation pour la prévention et la résilience au Bénin. Elle est effectuée par une équipe de haut niveau de la Banque mondiale. La mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Demain, c'est le 8 mars, journée internationale des femmes, mais déjà ce samedi, le Bénin a donné le top en commémorant cette journée qui célèbre la femme avec toutes ses compétences. Pour cette édition 2026, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a convié femmes, cadres, politiques rurales et autorités diverses sur l'esplanade de l'Amazone. C'est ici à Cotonou avec la présence effective de la vice-présidente de la République. Une décennie d'action en faveur des femmes a été célébrée. Les filles, femmes de demain, présentent leurs rêves. Je rêve d'un monde où être une fille n'est ni une limite, ni une faiblesse. Un monde où l'égalité des chances est une réalité et dans lequel aucune fille ne se voit voler son innocence. Un message fort délivré par une femme de demain à l'occasion des manifestations officielles de cette 31e édition de la GIF. Et la voix de Loane résonne pour nous rappeler que lorsque nous choisissons d'éduquer une fille, quelque chose de puissant se produit. Qu'une fille instruite devient une femme qui comprend le monde. Qu'une fille encouragée devient une femme qui ose le transformer. Qu'une fille respectée devient une femme qui élève toute une génération. 10 ans d'action pour une femme béninoise, protégée, autonome et actrice de développement. C'est le thème qui sous-tend la célébration de cette Journée internationale de la femme 2026. Il rappelle les actions menées par le régime Talon pour le bien-être de la femme. Ces actions ont permis à de nombreuses femmes béninoises d'entreprendre, de créer, d'innover et d'exercer pleinement leur leadership. Elles ont permis à des milliers de jeunes filles de poursuivre leurs études. Après avoir félicité le gouvernement pour ses œuvres, le système des Nations Unies entend l'accompagner sur 3 piliers. Le financement des mouvements des femmes, l'accès réel à la justice avec une tolérance zéro pour les violences basées sur le genre, le partage du pouvoir pour que les femmes soient à la table où se prennent les décisions et non au menu. Les invités ont visualisé lors de la cérémonie un documentaire 10 ans pour elles, produit par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, qui retrace les différents actes posés en faveur des femmes. Un ouvrage sera également lancé dans les prochains jours sur la même thématique. Et comme vous l'avez sans doute constaté dans ce reportage de Esther Tofa, cette célébration a connu la présence d'un nombre important de personnalités et activistes de la promotion des droits de la femme au Bénin. Après la cérémonie, certaines ont pris la parole pour, dans un premier temps, apprécier les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la protection des femmes et des filles. Ensuite, leur promotion dans les instances décisionnelles. Émilie Thibauté, Aminata Dia et Alimatou Badarou ont parlé à l'occasion. On va les écouter. Ce que je retiens, c'est la jeune fille de 12 ans qui a parlé. Avec assurance, avec conviction, mais avec des rêves plein la tête. Et à la fin, elle est venue me voir pour me dire qu'elle voudrait me parler. Donc cette assurance-là démontre que ce qui s'est fait en 10 ans a pris racine. Que les femmes, non seulement leurs droits sont assurés de mieux en mieux, mais que surtout la confiance en soi, cette raison d'être qui sait que
Je suis une personne humaine, j'ai des droits, mais j'ai surtout des rêves que je veux et que j'entends assumer. Ça, c'est l'avenir de notre pays. C'est même déjà le présent, puisque nous l'avons entendu. Et quand je vois toutes ces actions à travers le documentaire, je dis bravo au gouvernement. Sincèrement, bravo. On n'a pas idée. Mais quand on voit la sortie de Madame la ministre, aller au nord, au sud, à l'est, et accompagner des femmes insoupçonnables. Parfois, on a comme l'impression que le Bénin s'arrête, se limite à Cotonou, mais non. Beaucoup de choses se font. Et ces genres de regroupements, je pense que chaque ministère doit pouvoir le faire pour qu'on puisse toucher du doigt les actions concrètes. Ce n'est pas seulement les discours qu'on voit à la télé. Il y a du lourd, il y a de très belles actions et j'encourage toutes les femmes à libérer la voix, à libérer leur talent, à ne plus attendre la permission de quelqu'un pour exister. C'est une décennie qui a vu se renforcer réellement les droits des femmes. Le dispositif législatif du Bénin attire la fierté. Quand nous sommes hors du Bénin, nous sommes fiers de provenir du Bénin parce que des lois ont été prises pour renforcer la protection des filles et des femmes. Des dispositifs ont été mis en place pour renforcer la protection des filles et des femmes et la promotion du leadership féminin. C'est vraiment 10 ans au cours desquels les lignes ont bougé, tant sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan politique, pour les filles et les femmes du Bénin. Et il y a vraiment de quoi être fier. La toute dernière bonne nouvelle, c'est cette décision du gouvernement de construire des centres d'écoute et d'hébergement des survivantes de VBG. On en vient à présent à cette déclaration de presse faite dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Les responsables de Cruiser, la dynamique continue était face à la presse. Cette semaine, ils ont réitéré leur soutien au duo candidat Wada Talata et remercié le chef de l'État Patrice Talon pour ce choix éclairé qui met, selon eux, en avant la jeunesse béninoise. Comme en 2021, ils seront sur le terrain, disent-ils, pour une victoire historique. Voici un extrait de leur déclaration. Aujourd'hui, nous annonçons notre entière participation à la continuité qui porte le visage de la compétence, de la stabilité et de la jeunesse. L'héritier est prêt. Oui, Romiad Wadayi est prêt. Dans notre culture, le nom Wadayi rappelle une vérité universelle. Seul celui qui s'est préparé, celui qui s'est investi, avec rigueur et abnégation, est légitime pour récolter les fruits du succès. Romiad Wadayi n'est pas un spectateur de notre essor. Pendant des années, il a vécu au plus près du président chaque défi, chaque crise et chaque grand enjeu de la République. Là où d'autres théorisent, Romiad agit. Il existe une différence fondamentale entre celui qui a vu le lion à la télévision et celui qui l'a affronté en face. Romiad Wadayi a regardé le lion des crises économiques droit dans les yeux. Il l'a combattu, il l'a dompté. Comme en 2021, la dynamique continue, LDC, jouera son rôle avec détermination. Nous ne nous contenterons pas de souhaiter une hausse du taux de participation, nous déploierons une stratégie rigoureuse pour la concrétiser. Nous allons œuvrer, d'une part, à rendre visible le duo Wadayi Talata et d'autre part, à mobiliser massivement le corps électoral. Nous serons sur le terrain avec une vision claire, un ménage, un ambassadeur. Cette vision, nous la partageons d'ores et déjà avec tous ceux qui œuvrent pour que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 soit un immense succès populaire. Diplomatie, dans la suite de cette édition, le ministre des Affaires étrangères a reçu le vendredi 6 mars 2026 la copie figurée des lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Autriche près le Bénin. Olusegun Adjadi Bakari et le diplomate autrichien ont ensuite eu un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs. Au cours des discussions, divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et Vienne ont été abordés. Il s'agit notamment de l'éducation, du tourisme et de la culture. De belles perspectives sont envisagées dans cette coopération entre le Bénin et l'Autriche. Suivez. Je pense que c'est un bon début. Ça a toujours été un bonheur de venir ici, surtout en tant que premier ambassadeur, première prise de contact. Nous avons toujours eu de
de bonnes relations, mais je pense qu'il y a toujours de quoi approfondir les relations. Il y a toujours beaucoup plus d'espace à creuser. Nous sommes en train de mettre au point une nouvelle stratégie concernant nos relations avec l'Afrique. Et donc, j'ai pris l'opportunité de cette rencontre avec M. le ministre pour aller approfondir certains domaines concernant l'éducation, le tourisme et autre chose, tout autre domaine que nous pourrions trouver intéressant. Or economic exchange at the same time. There's always room to deepen them and to further develop them. Santé à présent, la 3e édition du programme à la mime est actuellement en cours d'exécution au Bénin. Il est financé par la Fondation Gate. Pour cette cohorte, 13 agents du système de santé sont des bénéficiaires de ce projet qui vise à renforcer leurs capacités afin de garantir une lutte efficace contre le paludisme, voire son éradication en Afrique, notamment au Bénin. La formation qui s'est déroulée du 2 au 6 mars 2026 à l'Institut régional de santé publique de Ouida s'est achevée par la remise d'attestation aux participants de la 2e cohorte du programme. Le reportage signé Ingrid Day est présenté par Ouliat Sanoussi. Encore 13 agents du système de santé embarqués dans le train en marche pour l'élimination du paludisme au Bénin. Ceci grâce au projet à la mime financé par la Fondation Gates, un programme de formation au leadership et gestion pour un impact sur l'élimination du paludisme en Afrique. À l'initiative, un consortium de 11 pays, dont le Bénin. Son objectif, c'est d'amener les pays qui sont déjà embarqués dans la lutte contre le paludisme à travailler plus. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font pour la lutte contre le paludisme, pour le contrôle du paludisme, mais qu'il n'y a pas un leadership fort. Il faut un leadership fort pour aller plus loin et amener les pays africains à aller à l'élimination du paludisme. 0 transmission pendant... Plusieurs modules ont servi de base à cette formation de 5 jours. Il s'agit notamment de l'introduction au leadership, à la gestion et à la gouvernance et l'utilisation des données pour l'élimination du paludisme, la science et l'art de l'élimination du paludisme, puis l'utilisation des données probantes pour la prise de décision. Le PNLP, par ma voix, exprime déjà ce souhait de compter sur votre compétence et surtout votre engagement à changer de paradigme. Ici, on met l'accent sur le leadership, à davantage mobiliser les parties prenantes autour de la lutte contre le paludisme. Cette formation des agents de santé coïncide avec la remise d'attestation aux participants de la 2e cohorte du programme à la mime composé de 36 participants. Désormais mieux aguerris, ils ont pour mission de bouger les lignes à travers un travail acharné, la créativité et l'innovation pour faire de l'élimination du paludisme une réalité au Bénin. Santé encore, on parle de la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. C'est une pathologie gynécologique dont les manifestations sont entre autres douleurs dans le bas-ventre ou dans le bas du dos pendant le cycle menstruel, saignements anormaux, à savoir des règles abondantes ou prolongées, d'une malformation génitale à un régime alimentaire déséquilibré. Plusieurs facteurs de risque sont à prendre en compte, sans oublier bien évidemment l'alcool, le tabac, le stress et la sédentarisation. À l'occasion d'une activité qui portait sur la question. Dr Justin Denakpo, gynéco-obstétricien, donc est revenu sur d'autres facteurs de risque et les traitements possibles. On va le suivre. Celles qui font la maladie ont une défaillance de leur système immunitaire, ce qui ne veut pas dire infection au VIH. Je n'ai jamais dit que les personnes qui sont immunodéprimées par le VIH sont plus susceptibles de faire la maladie ou non. Donc c'est des immunités, l'immunité au niveau de la personne qui est un peu en baisse et qui va expliquer qu'elle va faire la maladie et l'autre dans les mêmes conditions de reflux du sang des règles ne fera pas la maladie. Et puis vous avez également des facteurs comme les cycles menstruels courts. Ce que nous appelons les cycles menstruels courts, c'est une femme qui a des règles de moins de 21 jours ou bien qui a deux fois les règles dans le même mois. Il y a les premières règles qui sont précoces, donc avant 10 ans. Les femmes qui n'ont jamais été enceintes, ce qu'on appelle nulligeste. Il y a des familles dans lesquelles on fait l'endométriose de mère en fille et entre sœurs. Et également le régime alimentaire et le mode de vie.
Lorsque vous avez un régime alimentaire déséquilibré, avec une consommation excessive de viande rouge, vous êtes susceptible de faire la maladie plus que la personne qui ne consomme pas trop de viande rouge. L'endométriose, il faut le savoir, est difficile à traiter. Quand on dit le traitement, ce qui guérit la maladie, bon, les gens sont un peu choqués, mais c'est la réalité. Si vous voulez guérir définitivement de la maladie, il faut supprimer les 2 ovaires à la femme. Mais comme c'est des femmes jeunes qui n'ont pas encore fait d'enfants, c'est difficile de prendre une telle décision. Sinon, on va recourir à certains moyens disponibles, les médicaments, le soutien psychologique, la chirurgie. Je dis la chirurgie, elle est plurielle. Vous avez compris que la chirurgie, quand je parle de chirurgie, c'est la chirurgie, moi je fais la chirurgie gynécologique. Quand ça touche les intestins, c'est mon collègue de la chirurgie viscérale qui va s'en occuper. Quand ça touche les reins, c'est le collègue urologue qui va faire la chirurgie. Et puis, il y a certains traitements également, sans oublier la fécondation in vitro dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Et puis, il y a ce qu'on appelle la médecine alternative et la place de la médecine traditionnelle sur laquelle je n'ai pas de compétences. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, une équipe de haut niveau de la Banque mondiale a effectué une mission de suivi du plan d'action de l'allocation pour la prévention et la résilience au Bénin. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. La mission s'est achevée le jeudi 5 mars 2026 par une visite de terrain dans le département du Borgou, composée des représentants de la Banque mondiale, de l'unité de gestion du projet COSO, du ministère de l'économie et des Finances, ainsi que des autorités politico-administratives. La délégation conduite par la directrice des opérations de la Banque mondiale s'est rendue dans la commune de Ndali. Reportage. Une délégation de la Banque mondiale était dans le Borgou dans le cadre d'une mission de suivi du plan d'action relatif à l'allocation dédiée à la prévention et au renforcement de la résilience des communautés. Cette visite s'inscrit dans une dynamique d'évaluation des actions engagées sur le terrain et de leurs impacts sur les populations bénéficiaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSO, nous avons 4 pays qui sont impactés, dont le Togo est voisin. La mission vient du Togo, elle est venue au Bénin, mais elle est là surtout par rapport à la vérification de l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire c'est des projections que le Bénin s'est fait sur plusieurs secteurs d'activité et dont la question de la cohésion sociale, ce qui nous intéresse en termes d'infrastructure, en termes de dynamique. C'est une grande fierté pour moi de me retrouver devant ce site parce que les besoins de la population, les besoins de la localité ont été résolus grâce au projet COSO. Au cœur de cette mission, les membres de la délégation ont échangé avec les populations bénéficiaires afin d'apprécier l'état de la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ce programme. Ce que j'ai entendu des communautés, c'est qu'ils sont très satisfaits pour beaucoup de raisons. La première, c'est que l'approche qui est utilisée, qui est basée sur l'approche communautaire, est une approche qui leur donne le choix de décider qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer leur vie. Et c'est un changement de paradigme qu'il faut saluer. La délégation a également effectué des descentes sur certains sites afin de constater de visu les réalisations. Je remercie beaucoup Banque mondiale, ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie aussi le président, ce que lui, il a accepté et il les a donné la force. Il nous a fait le forage là. Cette mission constitue une opportunité de faire le point sur les avancées enregistrées dans le Borgou et de renforcer la collaboration avec la Banque mondiale dans la mise en œuvre des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations. Pendant ce temps, les membres de la commission départementale des frontières de l'Atakora, vous allez le voir, se sont retrouvés mardi dernier à Natitengo pour la tenue de la première session ordinaire de l'année. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par les défis sécuritaires au Bénin et dans la sous-région. Au cours de cette rencontre, rehaussée par la présence de l'autorité préfectorale et du directeur général de l'ABGF, les acteurs concernés ont porté des réflexions en vue d'une gestion concertée des espaces frontaliers du département de l'Atakora. Les précisions sont avec Alassane Arruda. Cette première session ordinaire de la commission départementale des frontières de l'Atakora mobilise autour du directeur général de l'ABGF les acteurs institutionnels, les autorités locales ainsi que les représentants des communautés riveraines. L'enjeu étant de créer une véritable synergie d'action entre ces différents acteurs en vue d'une gestion concertée des frontières
dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis sécuritaires. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt un caractère particulier. Elle sera couplée à la présentation des projets financés par l'Union européenne et mis en œuvre dans le département de l'Atakora en vue de favoriser une meilleure synergie d'action entre les différents intervenants. Cette démarche traduit notre volonté commune d'éviter les duplications, de renforcer la complémentarité des initiatives et d'optimiser l'impact des interventions au profit des communautés frontalières. Au cours de ces assises, il s'agira d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations issues des précédentes sessions, d'identifier les défis présentés dans les zones frontalières et prendre connaissance des différents projets soutenus par l'Union européenne. Il s'agit aujourd'hui d'une première session pour la Takora à laquelle nous participons, qui vise à s'introduire les uns aux autres, à introduire les projets qui sont maintenant en cours et aussi pour nous d'écouter vos retours pour bâtir au fur et à mesure un mécanisme de coordination ensemble et le plus efficient possible. C'est pourquoi je me réjouis de la tenue de cette session. L'espoir que nous portons aujourd'hui est celui d'un avenir plus serein pour nos populations vulnérables. Ensemble, faisons de nos communes des territoires de vie, d'opportunités et de cohésion entre les populations. Dans une démarche participative et inclusive, les maires des communes frontalières présents à cette session n'ont pas manqué de relever certaines zones d'ombre dans la gestion de leurs espaces frontaliers. À toutes ces préoccupations des maires, des clarifications ont été apportées par le directeur général de l'ABGF. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, vendredi soir à Cotonou, un éclat inhabituel enveloppe la direction générale de la police républicaine. Vous allez le voir, un bâtiment illuminé en bleu pour rendre hommage à tous les policiers morts en service. C'est une initiative mondiale de Interpol. Et pour la police républicaine, cet hommage est d'autant plus sacré et nécessaire puisqu'il rappelle le sacrifice suprême consenti par ces hommes et femmes qui sont allés jusqu'au bout de leur serment de sécurité des personnes et des biens. Explication, le Gaba. Habituellement sobre et institutionnel, ce bâtiment de la Direction générale de la police républicaine baigne l'instant d'une soirée dans une lumière bleue. Sous cette aura azur, un message clair et percutant défile. Tombés en service, honorés pour toujours. Oui, la communauté internationale a choisi la journée du 7 mars pour honorer la mémoire des policiers morts en service. Alors pour ne pas rester en marge, la police républicaine a décidé d'illuminer en partie les locaux de la DGPR pour honorer aussi ses collègues décédés au champ d'honneur, plus particulièrement ceux que nous perdons ou que nous avons perdus dans la lutte contre le terrorisme. Ce bâtiment illuminé en bleu est donc le symbole d'une nation qui se recueille. La police républicaine s'unit à la voix d'Interpol pour la campagne mondiale des policiers morts en exercice. La couleur bleue, c'est la couleur qui a été choisie par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol. Et cette couleur a reçu l'adhésion de toute la communauté internationale. Ce bâtiment de la police républicaine illuminé en bleu rappelle que derrière chaque badge, chaque matricule, il y avait un homme, une femme, une famille. Un devoir de mémoire et de communion. Chers parents, vous qui avez perdu un fils, une fille, un cousin, un neveu, un parent, un père, un oncle, sachez que vous les avez perdus alors qu'ils protégeaient ce pays. Au-delà des murs illuminés, cette campagne brise la vitre du silence. En montrant le visage humain du maintien de l'ordre, l'institution rend hommage à ceux qui sont allés au bout de leur serment, tombés au front pour la sécurité de tous. On va parler cinéma pour finir. Le goût du vin de palme, c'est le titre évocateur du film projeté ce jeudi à l'Institut supérieur du management et de l'audiovisuel ISMA de Cotonou. Ceci dans le cadre du projet de renforcement de capacité des jeunes étudiants en matière d'exposition baptisé Labo Bénin. Ce rendez-vous cinématographique organisé sous la direction de l'Agence de développement des arts et de la culture a été marqué par une discussion entre réalisateurs et universitaires. Reportage. Après l'avoir méprisé pendant une décennie entière, Ariane, première fortune féminine de France, découvre son chauffeur africain Aristide, fidèlement demeuré à son service en dépit de ses 2 doctorats.
Ce moment presque irréel se produit alors que la sexagénaire tente de fuir sa fille, dont l'unique rêve est de toucher son héritage. À bord de sa Bentley et abreuvé des récits de Aristide, Ariane flâne sur les axes routiers de Paris et se livre au plaisir mondain. Une évasion au bout de laquelle elle se sent libérée. Donc j'ai voulu faire un film sur l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. On le sait. Mais il fallait prendre le cas d'une dame. Toutes les télévisions du monde, tous les journaux l'ont entendu se plaindre. La femme la plus riche du monde, on sait qu'elle est morte malheureuse. Et j'ai voulu prendre cette histoire vraie et y introduire une histoire qui n'est pas vraie. La projection est suivie d'échanges à bâton rompu entre le réalisateur et les futurs cinéastes de l'ISMA autour des conditions de tournage, des motivations de Jean-Pierre et des thèmes développés. Ce programme est rendu possible par le projet Labo Bénin, financé par l'Institut français et la DAC. Suivre le film de M. Jean-Pierre Bekolo quand même permet de mieux réfléchir en fait par rapport à l'argent, à la thématique qu'il a abordée. Et en tant que curatrice également, essayer de voir comment on peut passer un message qui va quand même toucher pas mal de personnes. Labo Bénin, c'est ce projet porté par la Grande Place, un privé qui donc entend accompagner les jeunes dans la production d'expositions, régie des œuvres, commissariat d'exposition, scénographie. Donc c'est de la formation en renforcement de capacité. Sorti le 21 septembre 2025 au Cameroun, le goût du vin de palme s'exporte bientôt en France. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 7 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez de peu pour apparaître. C'est à Ndali. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain dimanche à partir de 19h30 pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.